Un homme qui ne sait ni lire ni écrire entre dans une agence immobilière pour acheter une maison et bien évidemment à l'arrivée, sinon il ne serait pas sur ce plateau, il va se faire arnaquer de 30 000 €. Vous allez comprendre comment. Nous accueillons maintenant les fils de celui qui s'est fait avoir. Il s'agit de Jean-Max et Jean Rico. 30 000 €, les économies de toute une vie, c'est la somme que le père de Jean Rico et Jean-Max a confiée à une agence immobilière dans le but d'acheter une maison. Depuis, la vente a été annulée, mais ce père de famille, illettré, n'a pas revu son argent. Vous avez plus d'économie? Ah non, Il vous reste rien du tout? il n'y a rien. L'agence immobilière a fermé. L'ex-directeur a encaissé 15 000 € sur son compte en banque. Le gérant a disparu. Allô, c'est Monsieur Clermont. Pouvez-vous me rappeler de toute urgence, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Au revoir. Si vous avez ce message, essayez de me rappeler tout de suite, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Au revoir. Nous sommes face à un impossible micmac. On est dans l'arnaque totale. C'est un tissu de mensonges, cette affaire. Un nouveau dossier pour sans aucun doute. Bonsoir Jean-Max. Bonsoir. Bonsoir Jean Rico. Bonsoir. Soyez les bienvenus sur le plateau de Sans aucun doute pour défendre votre papa. Merci. Qu'attendez-vous de cette émission ce soir? Tout simplement qu'on lui rembourse les 30 000 € qu'il a émis dans la société, exactement. Est-ce que vous avez l'impression que le fait qu'il ne sache ni lire ni écrire, puisque votre papa est haïtien, hein, vous êtes vous deux français, vous avez fait vos études ici, Tout à fait. est-ce que vous avez l'impression que ils se sont servis un petit peu de ça? Ah mais tout à fait. Ça, c'est l'impression qu'on a et Et c'est pour ça et qu'on est au là. fil quoi. on est parti les voir plusieurs fois et on a vraiment cette impression qu'ils ont profité du fait qu'ils ne savaient pas lire et pas écrire. Alors, nous allons maintenant expliquer aux téléspectateurs comment tout ceci s'est passé, hein, parce que vous allez voir comment on en est arrivé à 30 000 €. Il y a d'abord une histoire de crédit avec des taux d'intérêt qui vont fluctuer, mais voilà, comment on abuse d'un homme qui ne sait ni lire ni écrire et qui n'avait qu'une envie, acheter une maison à sa famille avec ses économies. L'enquête est signée Sophie Prichonny. Par la suite, évidemment, nous allons aller à la rencontre de ces personnes pour qu'elles nous donnent leurs explications. Regardez l'enquête pour sans aucun doute. Banlieue parisienne, une agence immobilière tenue par 3 associés. Un gérant, un directeur et un financier. 3 hommes aux méthodes peu scrupuleuses qui auraient fait au moins une victime, Nicolas Clermont. Détournement d'argent, escroquerie, abus de confiance. Nous avons mené notre enquête et tenté de mettre la main sur ces hommes d'affaires qui aujourd'hui se cachent. Le directeur a encaissé personnellement l'argent. Qui était pris dans un grenage, je ne peux pas imaginer. Il y a plus de confiance, détournement de fonds, escroquerie. Non mais vous parlez pas d'arnaque puisque vous serez remboursé, monsieur. Non, pour l'instant, c'est une arnaque. Dites-moi ce que vous comprenez quand vous lisez ça. Bon, moi je ne comprends rien du tout là, ça va pas. Vous comprenez rien du tout? Non. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Enfin, qu'est-ce que vous comprenez pas? Le 110, Les documents que Nicolas ne parvient pas à comprendre sont ceux que lui a fait signer le directeur d'une agence immobilière. D'origine haïtienne, Nicolas ne sait ni lire ni écrire et a fait totalement confiance à cet homme. Il lui a confié toutes les économies de 20 ans de travail, 30 000 €. Nicolas n'avait qu'un rêve, simple, acquérir une maison pour lui et sa famille. Ses fils, Jean-Max et Jean Rico, reviennent sur ses premières démarches. Pour finaliser ce projet-là, il va commencer à chercher un petit peu dans toutes les agences. Et là, il tombe sur une agence où il voit quelques pavillons à bas prix. Il se renseigne et on lui propose certains biens. Et certains biens qui l'attirent, qui lui font plaisir. Et plus particulièrement une maison vendue 275 000 €. Nicolas est preneur, il remet au directeur de l'agence immobilière 2 chèques de 15 000 € comme apport personnel. Une somme normalement consignée chez le notaire en attendant que la vente soit conclue. Car il reste à trouver un financement, le directeur propose de démarcher les banques et obtenir un crédit. Mais un crédit raisonnable. Ça devait respecter sa capacité d'endettement, son pouvoir d'achat, quoi. Nicolas a de faibles revenus. Il s'entend avec le directeur de l'agence sur les modalités du crédit. Un taux à 3,8% sur 20 ans. La bonne nouvelle arrive vite.
Il a pris rendez-vous avec le directeur de l'agence, il le recevait normalement en lui disant « vous inquiétez pas » et il lui a même dit que le prêt était accepté. Le prêt a été accepté mais mon père ne savait pas avec quelle banque, à quel taux et il ne savait rien. Par prudence, Nicolas fait examiner le contrat à ses enfants. Il découvre alors qu'il ne correspond en rien à l'accord conclu. Un crédit à 5,46% sur 30 ans. Voilà ce qu'il allait signer. C'est sûr que s'il acceptait ces conditions-là, il allait tout droit dans la guillotine, quoi. Il a le droit dans la faillite. C'est ouais, exactement, c'est sûr. Il n'aurait jamais pu supporter de payer 1 300 € par mois et une famille à charge. Malentendu ou manipulation, les enfants exigent des explications sur cet assassinat en règle dont aurait pu être victime leur père. Il nous a répondu que c'était le directeur qui avait donné l'ordre de modifier l'acte de vente et de modifier tous les critères du plan de financement de l'opération. Et tout ceci, bien sûr, sans informer le père, le client. L'honnêteté du directeur est mise en cause. La famille ordonne l'annulation de la vente et la restitution immédiate des 30 000 € d'apport. Mais une nouvelle fois, le couperet tombe. On nous a avoué que cet argent-là, on ne pouvait pas le récupérer. Et là, on s'est un petit peu fâché. Et c'est là où on a quand même compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Là. Et là, on nous a révélé où les fonds ont atterri. Le directeur passe aux aveux. Le premier chèque de 15 000 € a été encaissé sur son propre compte. Quant au deuxième chèque, il l'aurait versé sur le compte de l'agence. Pris en flagrant délit, le directeur remet une reconnaissance de dette à titre personnel. Le gérant de l'agence immobilière s'engage également à rembourser l'argent perçu par la société. Il reconnaît même l'escroquerie de son employé. Mais dès la remise des documents, les intentions changent. Le lendemain, ils étaient en dépôt de bilan et je ne pense pas qu'en 24 heures, le dépôt de bilan était déjà prévu, je pense quand même. Et qu'ils savaient qu'ils allaient déposer le bilan bien avant qu'ils nous rencontrent. 30 000 € dans la nature. S'agit-il d'une escroquerie ou d'une simple incompétence? Nous avons mené notre enquête sur le fonctionnement de cette agence immobilière. Nous contactons le vendeur de la maison afin de savoir pourquoi son notaire n'a pas reçu la somme comme prévu. Lorsque le notaire le relançait pour compléter, qu'est-ce qu'il répondait le directeur? Il répondait pas. Elle répondait pas. Non, il a jamais répondu. D'accord. Mais il y a combien de qui ont été distraits sur la somme? 30 000 € quand même. Ah, les 30 000 € ont disparu? Ont disparu, c'est ça. Oh là 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 là, je pensais pas que c'était ça, moi. Si. Je dis à la notaire, je dis, il a piqué dans il a fait des chèques, je sais pas quoi, enfin bon. Ah, c'est carrément les 30 000 € qui sont plus là. C'est bien ça. Concrètement, qu'est-ce que vous pensez d'eux alors? On peut dire que ce sont des escrocs quand même, non? Bah oui, il y a abus de confiance, détournement de fonds, escroquerie, tout est ruiné. D'ailleurs, c'est ce que je lui ai mis sur le papier pour dénoncer le mandat. Nous sommes d'accord que la vente va être annulée, quoi. Bah oui, la vente est annulée et peut-être ai-je derrière ce monsieur qui va acheter. D'accord. Premier soulagement pour la famille, la vente est annulée. Reste à mettre la main sur le gérant qui s'était engagé à rembourser. Nous nous rendons à l'agence immobilière, mais le rideau reste baissé. Nous nous renseignons alors auprès de la boutique voisine quant aux horaires d'ouverture. Ils sont fermés. Le responsable n'est pas là depuis une semaine. Une semaine? Voilà. C'est ce que j'ai depuis une semaine, ce que j'ai observé. Oui, là. Plus personne depuis une semaine, voilà ce qui s'appelle un dépôt de bilan express. Paniqué à l'idée que le gérant ait pris la fuite, Jean-Max tente désespérément de le joindre par téléphone. On planifie un rendez-vous aujourd'hui, s'il vous plaît. Pouvez-vous me rappeler de toute urgence? Merci beaucoup. Au revoir. Allô, c'est monsieur Clermont. Pouvez-vous me rappeler de toute urgence, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Au revoir. Si vous avez ce message, essayez de me rappeler tout de suite, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Au revoir. L'affaire s'engage mal et nos craintes progressent. Le gérant demeure introuvable. À l'adresse du siège, une simple boîte postale et personne capable de nous renseigner. Mais miraculeusement, le téléphone sonne. Au bout du fil, le gérant de l'agence qui tente de s'expliquer. Où est parti cet argent-là? Ah bah justement, c'est ça qu'on demande. Moi, j'ai... Ah, vous savez pas? Quand vous venez, je vous fais voir le dépôt de plainte. J'ai été au commissariat, j'ai déposé, j'ai déclaré tout.
Ah, vous avez déposé une plainte contre le directeur. Et son associé, voilà. Et vous êtes pas associé de... Mais moi, je suis associé minoritaire. Et sincèrement, moi, j'avais que ma carte. D'accord, vous avez que la carte professionnelle, qui veut dire... mais vous êtes pour rien, alors. Vous me dites là que vous y êtes pour rien. Voilà, moi aussi, je suis victime comme vous. Au courant de rien, lui aussi lésé dans cette affaire, le gérant rejette toute la responsabilité sur son employé. En clair, il ne compte pas verser le moindre centime. Il nous faut alors retrouver le principal concerné, le directeur. Mais le premier contact téléphonique ne présage rien de bon. Est-il possible qu'on se voit aujourd'hui alors? Aujourd'hui, non, parce que je suis absent, mais... Bah, téléphonez-moi, appelez-moi, je compte sur vous alors. Merci. Ouais, au revoir. Il va pas rappeler, c'est sûr. Effectivement, le directeur ne rappellera pas. L'homme est méfiant. Il se cache et ne répond même pas à son interphone. À force de persuasion, tard dans la nuit, la famille parvient à le faire descendre. L'entretien se déroule en caméra cachée. Montez. Non, on veut juste savoir un peu comment ça se fait que vous avez empoché 15 000 € sur votre compte en banque personnel, quoi. Mais cet argent a servi à la société, il est rentré dans le compte de la société. Vous l'avez encaissé sur votre compte personnel. Les 15 000, je les paierai. Les autres 15 000 avec mon associé, on va essayer de débloquer les fonds de crédit pour pouvoir payer. D'accord. J'ai été pris dans un village, vous ne pouvez pas imaginer. Vous nous dites que vous êtes tombé dans un piège. Quand on va à l'agence, ils nous expliquent que c'est vous l'escroc et que... C'est vous qui les avez piégés. J'ai rien pris du tout. Donc vous comprenez bien qu'on est là et on ne sait plus qui croire. Vous êtes 3 associés. Oui, et c'est un quatrième qui a tout provoqué. Pardon? Et c'est un quatrième qui a tout provoqué. Je vous montrerai mes livres de comptabilité, vous verrez, c'est eux qui m'ont pris de l'argent. Mais c'est pas le problème. Non, mais vous parlez pas d'arnaque puisque vous serez remboursé, monsieur. Non, pour l'instant, c'est une arnaque. Arnaque ou pas, l'affaire prend une tournure inquiétante. Qui est ce mystérieux associé? Qu'ont-ils fait exactement de l'argent? Si le directeur promet un remboursement, ce que nous allons découvrir sème le trouble. Depuis la rédaction de Sans aucun doute, nous contactons un ancien commercial de l'agence immobilière qui aurait depuis démissionné. Écoutez bien pourquoi. Ah oui, bien sûr, parce que moi j'ai vu en fait que ça tournait vraiment pas rond. Moi ça fait 4 ans que je suis dans l'immobilier, donc je sais un peu comment ça se passe. Une fois que j'ai atterri là-bas, j'ai vu que c'était vraiment pas très clair. Et ça s'est confirmé ensuite par le notaire qui nous a envoyé un courrier. En fait, il a envoyé un courrier aux acquéreurs. Ouais. Vu que les courriers, nous, on les voyait pas parce que monsieur les dissimulait. C'était les courriers qui mentionnaient bien les défauts qu'il y avait sur les compromis. Et à partir de là, c'est les acquéreurs qui nous ont mis la puce à l'oreille. Donc on s'est aperçu de tout ça un peu trop tard, vu que monsieur avait encaissé déjà des chèques. En fait, il y a des personnes qui ont laissé des chèques de caution qui normalement devaient servir à la séquestre et aux frais de notaire, que monsieur a encaissé tout simplement. Qu'il a encaissé? Il a encaissé, donc il y a une plainte qui a été déposée. Mais je veux dire, il y a plusieurs personnes? Ah oui, il y a plusieurs personnes, il y en a en fait, il doit y en avoir 5 ou 6 déjà, avec différents montants. Il y en a eu, il y a eu des chèques à 10 000 €, il y a eu des chèques à 6 000 €. Même nous, en tant que négociateurs, on n'a pas été rémunérés, vu que... donc on a porté plainte aussi. Plusieurs victimes, plusieurs chèques détournés. Sans le savoir, Nicolas Clermont et sa famille sont peut-être tombés dans un piège bien ficelé. Les conséquences sont dramatiques pour cet homme qui a une famille à charge et ne peut envisager sereinement l'avenir. Vous avez plus d'économie? Ah non. Il vous reste rien du tout? Ah, il n'y a rien. C'est plus l'abus de confiance qui pose un problème, quoi. Mon père, il s'est dit, c'est une agence qui a pignon sur rue, donc forcément, il peut s'en remettre à cette agence pour avoir cette maison. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup de colère. Totalement profiter de la naïveté de mon père, c'est sûr. Maintenant, on se retourne sur cette émission pour justement obtenir le remboursement de ces 30 000 €. L'enquête est signée Sophie Prichodny pour cette émission Sans aucun doute.
est-ce que vous avez quand même l'impression que finalement tout le monde, on met ça au conditionnel bien sûr, mais que tout le monde était au courant de ce qui se passait? Gérant, directeur, vendeur? Je pense. Parce que le jour où on a réalisé l'interview avec la journaliste, on s'est rendu à l'agence. Le soir même, j'ai eu pas mal de coups de fil. Je n'ai pas répondu, mais ils m'ont laissé des messages auxquels ils me disaient est-ce que vous êtes venu avec les journalistes et pourquoi? On va trouver une solution. Et ils étaient déjà tous au courant on était intervenus au niveau de l'agence. Et pourtant, d'après eux, ils nous disaient qu'ils ne se parlaient plus, donc le message passe vite apparemment. Alors, maître de Caumont, de quoi s'agit-il? D'une escroquerie? Par quoi peut-on qualifier cela? D'abus de confiance, Julien, parce que les fonds ont été remis délibérément, sans qu'il y ait au départ une manœuvre pour essayer de faire payer quelque chose qui n'existait pas. Mais après ça, ils ont été détournés de leur objectif. Lorsque notre ami a remis ses fonds, c'était pour bloquer, réserver une vente. Et il les a remis à quelqu'un à qui il a fait confiance, et sa confiance a été abusée, puisqu'en fait, les fonds ont été détournés pour servir à autre chose. Les personnes qui ont fait ça risquent jusqu'à 3 ans et 375 000 € d'amende. Et il est grand temps maintenant d'avancer dans ce dossier, d'avoir des explications. Donc, pour que nos téléspectateurs comprennent bien, il y a plusieurs intervenants. On va en identifier 2. Il y a le gérant, qui est pour nous vraiment le patron, celui qui doit être au courant de tout et qui est responsable de ses employés. Et il y a ce fameux directeur d'agence qui, lui, a encaissé le chèque. C'est bien ça. Nous allons essayer de joindre donc le directeur, qui serait la personne la plus impliquée dans ce dossier, puisque c'est elle qui a quand même encaissé un chèque sur son propre compte personnel. Un chèque qui était destiné à l'achat de cette maison et qui aurait dû être libellé d'ailleurs à l'ordre du notaire ou de l'agence, au moins, quitte à ce qu'après l'agence le donne au notaire. La régie fait le numéro. Le père de Jean-Max et Jean Ricot a signé 2 chèques d'un montant de 15 000 € chacun. Le premier a été encaissé à titre privé par le directeur de l'agence immobilière. Pour quelle raison? C'est ce que nous voulons savoir. Mais monsieur, ceci étant dit, comment se fait-il que le chèque soit arrivé sur votre compte? C'est vrai, il n'aurait pas dû arriver sur mon compte, monsieur. Et les 15 000 autres euros, alors, ils ont servi à quoi? Ils sont sur le compte de la société, ils ont servi aux frais généraux. Et le gérant était au courant de tout ça? Oui, bien sûr, le gérant, mais le gérant, ils ne se rend pas compte de cette situation. Alors, expliquez-nous comment ça s'est passé, essayons d'être clairs. Moi, je suis là pour essayer d'arranger les choses et que... Écoutez, monsieur, vous essayez d'arranger, et moi, j'essaie de trouver une solution pour régler. Je ne fuis pas mes engagements, donc mon téléphone est... Encore hier, j'ai essayé d'appeler monsieur Clermont toute la journée pour essayer de... Donc, je ne fuis pas. Non, mais expliquez-nous comment ça s'est passé. J'ai la responsabilité des 15 000 que j'ai mis sur mon compte personnel, mais qu'on servi, donc, si vous voulez, à payer les dettes de la société, et sur les autres 15 000... Mais pourquoi vous les avez mis sur votre compte personnel si c'est pour payer les dettes de la société? Parce qu'on venait d'arriver et le banquier n'acceptait pas ce chèque. D'ailleurs, il nous a fermé le compte à cause de ça. Alors, donc, vous avez, si j'ai bien compris, ce client arrive, vous avez des problèmes avec la société, et vous en parlez avec votre gérant, et vous vous dites, pour... essayer de colmater les brèches, on pourrait encaisser ce chèque sur mon compte et payer les dettes de la société avec. Exactement. Donc, et le gérant est parfaitement au courant? Bien sûr que le gérant était au courant. Parce que lui, il semble, je pense qu'il se retourne contre vous aujourd'hui, non? Oui, il s'est retourné contre moi, mais en se retournant contre moi, c'est lui qui a mis le chèque à la banque, alors évidemment. Et il vous a licencié? Oui, bien sûr. Oui, d'accord. Moi, personnellement, j'ai un accord de la partie que j'ai encaissée au 30 avril. Alors concrètement, vous allez lui donner combien le 30 avril? La totalité. Les 15 000 €? Les 15 000 €. Et que fait-on? En ce qui concerne le reste, allô? Oui. En ce qui concerne le reste, je propose à M. Clermont d'accepter 1 000 € tous les mois jusqu'à la fin des autres 15 000 €. Donc 15 000 € tout de suite pour la partie que vous avez encaissée, et pour les 15 000 autres euros, vous feriez 1 000 € par mois? 1 000 € par mois. Mais est-ce que, monsieur, vous êtes prêt à faire un écrit? Oui, j'ai déjà fait un écrit, monsieur. Mais un autre écrit, moi je préférerais qu'on le fasse devant un notaire. Une reconnaissance de dette devant un notaire. Mais on fera une reconnaissance parce que je ne fuis pas à mes engagements, monsieur. Je suis là et je veux bien régler, monsieur Clermont. Non mais, monsieur, la question, je suis d'accord avec vous, vous débattez, vous essayez, mais la question n'est pas de je veux ou je veux pas. Monsieur, écoutez-moi, monsieur. Vous savez que là, on est dans l'abus de faiblesse. En plus, nous sommes 3 associés et vous n'appelez que moi, quoi. Mais sur quel compte, monsieur, je ne vais pas appeler la terre entière, sur quel compte en banque est arrivé un chèque qui était destiné au notaire?
Vous avez détourné l'argent, il est arrivé sur le vôtre. Vous prenez vos responsabilités aujourd'hui en disant je vais rembourser. J'ai pris mes responsabilités, monsieur. Je ne fuis pas, j'ai signé une reconnaissance de dette. En ce qui concerne les premiers 15 000, et le deuxième encaissé par la société, je m'engage, moi, personnellement, à les payer. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Oui, d'accord. Bon, alors qu'est-ce que vous avez fait comme reconnaissance de dette? Sur combien vous l'avez faite, cette reconnaissance? Mais monsieur Clermont, là, je crois. Sur 15 000. Sur 15 000? Sur 15 000. Il n'y a rien sur les 15 autres? Sur les 15 autres, non, rien du tout. Il n'y a rien du tout. C'est la société qui s'est engagée à rembourser les 15 000. C'est l'accord que je voulais proposer à monsieur Clermont. Bon. Quoi. Le véritable problème pour nous, c'est est-ce qu'on peut lui faire confiance? C'est ça le problème. Oui. C'est trop long, Victor, c'est trop long. Je crois que vous pouvez faire un emprunt, c'est une solution qui vous engage personnellement. C'est ce qu'évoquait Maître Félono à côté de moi. Monsieur, s'ils n'ont pas confiance, il n'y a pas ce battage, portez plainte. Nous verrons bien, je ne suis pas le seul, nous sommes 3 associés et j'ai les justificatifs de tous les paiements. Oui, monsieur, Maître Novakovic, je suis, comme vous le savez, avocat pénaliste et je suis tout à fait contente. Attendez, vous avez laissé parler, je sais que... Je n'ai ras le bol, écoutez-moi bien, madame. Déposez plainte et c'est terminé. Bonsoir. Mais pas du tout, monsieur, justement. Alors Bernard Sabat va tenter maintenant d'aller reprendre le dialogue depuis la salle des appels avec ce monsieur. A tout de suite Bernard. L'ex-directeur vient de nous raccrocher au nez. Bernard Sabat va tenter de dialoguer à nouveau avec lui. Il va lui préciser le sens de notre démarche en faveur du père de Jean-Max et de Jean Ricot. Cet homme d'origine haïtienne et par ailleurs illettré a été trompé. Les économies de toute sa vie ont disparu dans les poches de l'ex-directeur et de ses associés, alors que notre témoin voulait simplement acheter une maison. L'homme a-t-il été sensible à la détresse de notre père de famille? Bernard Sabat revient nous le dire dans un instant, dans Sans aucun doute. Bernard Sabat nous rejoint sur le plateau. Il était au téléphone avec l'ex-directeur de l'agence immobilière. Nous l'écoutons. Julien, donc nous venons de renouer le dialogue avec ce monsieur qui souhaite qu'on le rappelle d'abord pour vous présenter ses excuses et en même temps de vous dire exactement ce qu'il veut faire par rapport à ses associés, car je vous rappelle qu'un des associés est déjà parti à l'étranger et ne remettra plus les pieds en France. Donc il faut le savoir, c'est pour ça qu'il ne voulait pas les solidariser. Ce que je vous propose, c'est qu'on le rappelle tout de suite, il attend notre coup de fil. Allez, c'est parti. La régie rappelle donc ce monsieur qui, encore une fois, a commis une très grosse faute, mais est le seul apparemment dans ce dossier à essayer de montrer un peu de bonne foi et en tout cas joue la franchise et tente de vous aider. Reconnaissons-lui ça quand même. C'est parti. Allô, oui. Oui, Julien Courbet à l'appareil. Ouais, navré de vous avoir... C'est pas grave. Ne vous inquiétez pas, je ne vous en tiens pas rigueur. Alors, qu'est-ce que vous avez à proposer? Vous avez parlé avec Bernard Sabat? Oui, alors monsieur, voyez-vous, aujourd'hui je me trouve face à un gérant inconscient, quelqu'un qui est parti en Algérie, donc qui ne répond plus à mes appels. D'accord. Et la seule personne qui est devant le taureau, donc c'est moi. Alors j'ai 60 ans, je suis pas un gamin, je suis responsable, j'assume, monsieur. Bon. Je me veux aussi. Est-ce que vous pouvez me dire, là, il y a des millions de gens qui nous écoutent, que vous êtes certain d'avoir de l'argent le 30 avril, monsieur? Mais bien sûr, mais au moins les 15 000 euros. Le reste, non, le reste, je peux pas. D'accord. Le reste, Vous échelonnez 1 000 euros par mois. 1 000 euros par mois. Éventuellement, ils pourront ajouter des intérêts s'il le faut, mais là, ils sont en train de pénaliser la seule personne qui est... Capable de les aider. Qui est disposée à les aider. Depuis le premier jour, monsieur, je suis allé les voir à 10h du soir pour me porter garant responsable, car il n'y a plus de responsable. Bon, est-ce que demain, donc vous pouvez aller chez un notaire, on peut prendre rendez-vous? D'accord. Bon, monsieur, vous donnez votre parole d'homme, là, on est d'accord? Écoutez, monsieur, je suis pas un gamin, monsieur. Mais je sais bien. Bon, 14h30 demain, les deux filles sont là, rendez-vous chez le notaire pour signer la reconnaissance. D'accord. Allez. Au revoir, monsieur. Au revoir. Allô? Allô? Oui. Un appel inattendu est soudainement transféré sur notre plateau. C'est contre toute attente le gérant de l'agence immobilière. Excellente nouvelle, car nous avons de nombreuses questions à lui poser.
Par exemple, où sont passés les autres 15 000 € de notre père de famille? Cet argent aurait transité sur le compte professionnel de son agence immobilière. Qu'est-il devenu depuis? Comment se fait-il qu'ils ne soient pas disponibles puisqu'ils n'ont pas été donnés ni au notaire, ni au propriétaire? Parce que le monsieur, c'était le directeur, c'était le responsable du tout. C'était lui était le gérant de fête. Donc, c'est lui qui a dépensé cet argent. Il a dépensé l'argent de l'agence. Voilà, Alors, vous étiez quoi, un gérant de paille? Comment? Vous étiez un gérant de paille? Moi, j'ai fait ce que je pouvais, quoi. Monsieur, soit vous êtes gérant et c'est vous qui faites tourner la boîte, soit vous êtes un faux gérant, ce qui existe dans pas mal de sociétés, vous êtes un prête-nom et c'est lui qui fait tourner la boîte. Mais faites attention, là on est à la télévision, ne disons pas n'importe quoi non plus. Est-ce que vous étiez le gérant ou pas? Non, mais je dis, j'étais gérant. Qui signait les chèques de la société? C'était moi. Bon, on est d'accord. Bien, donc monsieur, vous êtes donc responsable au moins des 15 000 € que la boîte a pris, a dépensé alors qu'elle n'aurait pas dû. Mais moi, je ne savais pas. Maître de Caumont, avocat. Éric de Caumont veut revenir sur un aspect particulier du dossier. Des voitures ont été achetées par l'agence immobilière, sans doute avec l'argent du père de nos témoins. Il veut savoir si c'est bien le gérant, toujours en ligne, qui a signé les chèques pour l'achat de ces véhicules. Sa réponse va nous surprendre. Une question, bonjour monsieur. Vous nous avez dit tout de suite que c'est vous qui étiez le vrai gérant et que vous faisiez les chèques. Oui. Bon, alors quand il y a eu ces voitures d'achetées, c'est qui a fait les chèques? C'est les associés. Donc vous faisiez pas tous les chèques? Comment? Donc vous faisiez pas tous les chèques. Des fois vous faisiez des chèques, des fois c'était pas vous. Voilà, et ici, c'était pas moi. Et eux-mêmes, ils ont imité ma signature. Ah. Ils ont profité du moment où j'étais absent. Ils ont fait des chèques pour les commerces. Ça, monsieur, encore une fois, on est à la télévision, donc ce sont des accusations graves. Vous dites, on a imité ma signature. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas le droit, normalement, de signer des chèques. Non, ils n'avaient pas le droit. Oui. D'accord, donc il y a eu faux... Effectivement, je commence à un petit peu mieux comprendre donc le contexte. Ouais. Bon, monsieur, aujourd'hui, si nous vous appelons, c'est parce que Maître Novakovic va vous expliquer dans une seconde, s'il lance des plaintes contre la personne morale, vous allez vous retrouver dans une situation très délicate. Maître Novakovic, je vous explique. Absolument. Bonjour monsieur. Il est évident qu'un abus de confiance a été commis non seulement par ce monsieur, mais également par la société personne morale que vous représentez en votre qualité de gérant. Et c'est vrai qu'on peut, bien entendu, déposer une plainte pénale pour abus de confiance contre cette société. Et la plainte prévue, effectivement, la peine prévue en la matière, c'est 1 875 000 € d'amende. Est-ce que vous accepteriez de régler tout de suite 15 000 €, comme ça il y aurait 15 000 € d'un côté, et vous les autres 15 000 € que votre société agence a encaissés? Et dans ces cas-là, ça n'ira pas plus loin juridiquement. Parce que là, vous risquez très gros. Hein. Non mais, monsieur, moi j'ai pas d'argent pour encaisser tout ça. Alors, de quoi viviez-vous, vous, monsieur? Comment? Comment vous vous êtes rétribué dans cette agence? Ah, comment ça, Comment ça? Comment l'argent, il est sorti de la société pour aller dans votre porte-monnaie? Il faut bien que vous viviez, monsieur. On n'est pas gérant d'une agence bénévolement. Non, mais moi, je gagnais 500 €. 500 € par mois en étant gérant d'une agence immobilière où il y avait combien de commerciaux? Exactement. Combien il y avait de commerciaux? Il y avait 3 commerciaux, mais c'était... Donc il y a un gérant, en CDD. un directeur, un associé, 2 commerciaux, 2 voitures de fonction, et vous touchez 500 € par mois. Vous aviez des fiches de paie? Voilà, exactement. Vous avez des fiches de paie de 500 € par mois? Oui. Le SMIC, il est à combien, excusez-moi? Comment? Le SMIC est à combien dans ce pays? Je sais, monsieur, parce que là, moi, je travaille à côté. Moi, je m'occupais pas de l'agence. Vous avez un autre travail à côté? Voilà. Franchement, monsieur, hein, écoutez, vous faites comme vous voulez. Moi, je ne suis pas là pour vous forcer la main. Mais cette affaire, elle sent terriblement mauvais, monsieur. Et nous, comme nous avons décidé d'aider ces gens-là, nous allons appeler le procureur pour faire avancer ce dossier. Non mais écoutez-moi. Vous risquez super gros. Pensez à votre famille, monsieur, parce que là, on est dans l'arnaque totale. C'est un tissu de mensonges, cette affaire. Il y a des commerciaux, vous êtes gérant, donc que vous vous occupiez ou pas de l'affaire, peu importe, vous êtes gérant. Quand on est gérant, on assume. Il y a des commerciaux qui ne sont pas payés. Ils sont aujourd'hui dans la nature, on leur a même pas dit que ça s'est terminé leur boulot, ils n'ont aucun papier, ils n'ont rien. Il y a des chèques qui sont encaissés à titre privé. Quand on a eu la personne qui a encaissé le chèque, elle nous a dit que le gérant était conscient
que j'encaissais les chèques, il le savait. Vous touchez que 500 € par mois et vous achetez 2 voitures de fonction avec l'argent des clients. Mais vous savez où vous allez aller, monsieur? Écoutez, monsieur Julien, c'est pas moi qui ai acheté la voiture. C'est pas moi qui ai... Est-ce que vous avez attaqué ces gens-là? Est-ce que vous avez déposé plainte pour faux? Bien sûr, bien sûr. Pour faux usage de faux? Bien sûr. Bon, d'accord, mais ça c'est déjà une bonne chose. Voilà. Et les voitures, elles sont où? Il y a une voiture que j'ai récupérée, il y a l'autre chez notre associé. Bon, et cette voiture, par exemple? Oui. Vous pouvez pas la vendre? Je cherche justement, comment faire. Moi aussi, je cherche des solutions. Attendez, je vous passe votre client, je vous passe le client. Il y a un souci dans ce dossier, c'est que dès que j'ai eu connaissance C'est son fils? Du dépôt de bilan, j'ai appelé le comptable. Oui. Le cabinet comptable qui s'occupe de vos sociétés et qui m'a formellement dit que les voitures n'étaient pas achetées avec cet argent-là, c'était du leasing, un crédit bail. Oui. Où est cet argent alors? Comment? Où est cet argent si c'est un leasing et un crédit bail? Mais je sais pas, c'est ça ce qu'on cherche. C'est ça en recherche. Je ne sais pas moi. Moi j'ai déposé plainte justement. Donc on est bien d'accord que si on va voir le comptable, il va nous sortir les contrats de leasing puisqu'ils sont en comptabilité et ça ne sera pas votre signature qui sera dessus puisqu'elle a été imitée. Exactement. D'accord. Vous servez quand même d'une voiture que vous dites ne pas avoir achetée, dont vous ignorez tout, qui appartient à la société qui a fermé, dont vous êtes le gérant. Mais il faut vite la rendre, monsieur, hein, cette voiture. Je vous le dis tout de suite. Hein. Alors, Maître Novakovic. Alors monsieur, si vous êtes de bonne foi, un conseil très utile qui pourra vous aider, effectivement, c'est d'aller voir un avocat de toute urgence qui vous aidera, qui vous aidera et vous accompagnera dans votre démarche d'aller vous dénoncer auprès de la police. Parce que monsieur le procureur de la République, aujourd'hui, il sera là pour reconnaître votre bonne foi. Il y a aujourd'hui des victimes, beaucoup de victimes d'après ce que je comprends, et vous ne pouvez laisser en l'état ces victimes se débrouiller toutes seules, sachant qu'aujourd'hui, vous êtes témoin, on a tous entendu que vous êtes témoin qu'il y ait des détournements. Vous dites que vous êtes de bonne foi, alors prouvez-le, dénoncez-vous monsieur, et votre bonne foi sera alors retenue par le procureur. Non mais je comprends tout ça, parce que je comprends... Mais vous êtes également gérant d'une autre société également. Comment? Vous êtes gérant d'une autre société? Non, je suis pas gérant. Monsieur, de toute façon vous n'avez rien à cacher là-dedans. C'est quoi votre deuxième travail? C'est enseignant. Je suis enseignant. Vous êtes enseignant, mais dans le privé, dans le public? Dans le privé. Vous êtes prof de quoi? Je suis un prof de mathématiques. Pardon, prof de mathématiques. Mais dans quel lycée vous opérez? Mais je veux pas des problèmes. Mais non, mais on va pas les appeler, monsieur. C'est juste pour vérifier si vous nous dites la vérité ou pas. Vous êtes prof de maths dans un lycée? Je dis pas de boba. Bon, vous voulez pas me dire dans quel lycée vous travaillez? Non, Bon. Est-ce que vous avez été gérant d'une autre boîte qui s'appelle? Oui. Tiens. Alors, qu'est-ce que c'est cette boîte? Non, mais c'est... Oh là 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 là. Il faut avoir un historique. Les explications de ce gérant nous apparaissent de plus en plus obscures. Nous découvrons qu'il a été gérant d'une autre société, qu'il exerce plusieurs métiers. Est-il enseignant comme il le prétend? Est-il gérant? Est-il agent immobilier? Ou tout cela à la fois? Devant ce fatras de dissimulation et de contre-vérité, nous décidons de conclure. En tout cas, vous, messieurs, vous êtes aujourd'hui prêts à aller jusqu'au bout au niveau judiciaire, pénalement, même s'il le faut, par rapport à tout ça et par rapport à ce monsieur. Oui, tout à fait. Dans cette affaire, on n'arrive pas à savoir qui ment, qui dit la vérité. Maître Novakovic, quelle plainte doivent-ils déposer dès que l'on aura raccroché? Une plainte pour abus de confiance contre la société personne morale, le gérant de fait, le gérant de droit, le directeur de l'agence, et puis à ce moment-là, le procureur qualifiera effectivement les faits au regard de toutes ces personnes, mais tout le monde sera condamné, croyez-moi Julien. Eh bien, merci monsieur, vous avez cours cet après-midi? Oui. Donc on ne pourra pas vous joindre? Non. Bon, d'accord. Après 5 heures. Ok, je vous remercie. De rien. Au revoir. Au revoir. Nous nous tournons vers notre centre des appels téléphoniques. Sophie Prichodny a mené l'enquête dans cette affaire. Nous voulons l'entendre. Alors Sophie, vous avez essayé d'en savoir un petit peu plus par rapport à tout ce qui s'est dit depuis le début de ce dossier. Notamment, vous avez cherché à savoir si, et c'est obligatoire, une agence immobilière doit être assurée à une garantie. Est-ce que celle-ci en avait une? Alors effectivement, cette agence a bien une assurance. On a vérifié directement auprès de la compagnie. Malheureusement, dans le cas précis, dans le cas de la famille Clermont, elle ne pourra pas jouer parce que c'est une assurance en responsabilité professionnelle et comme il s'agit d'une escroquerie, elle ne fonctionnera pas. Donc d'où l'intérêt pour la famille Clermont d'aller déposer plainte de manière assez urgente. Alors, donc Sophie vient de nous dire que là, l'assurance ne jouait pas. Très précisément, pourquoi, Maître Novakovic? Tout simplement parce que malheureusement, le chèque aurait dû être à l'ordre du notaire. Or, le chèque était en blanc, donc la garantie financière ne peut pas fonctionner.
Avez-vous mené d'autres investigations Oui, Julien. Alors, nous avons appelé également le comptable de cette société. Alors, les nouvelles ne sont pas très bonnes puisque ce monsieur nous a confirmé aussi que lui non plus n'avait pas été rémunéré. Donc, il a un peu laissé tomber les comptes de la société. Donc, aujourd'hui, ces comptes-là sont à l'abandon. Plus personne ne les gère et lui a carrément laissé tomber cette affaire. Oh là 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 là. D'autres choses pour vous achever définitivement? On va finir plutôt sur une bonne note, on va dire. J'ai contacté donc la banque qui avait fait souscrire le crédit à Nicolas Clermont, un crédit qu'il ne pouvait pas assumer du fait de ses revenus. La banque, on lui a fait comprendre la situation et les problèmes avec cette agence. Donc en fait, il suffit à Nicolas Clermont d'envoyer un courrier où il signifie qu'il se désiste de ce crédit et le crédit sera immédiatement annulé. Ah mais ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour lui. Bon, ça règle pas tout, mais c'est déjà... C'est un début. C'est un début, comme vous dites. Maintenant, Julien, on peut quand même espérer, puisque le directeur nous a rappelé Jean-Max et Jean-Rico sur leur portable tout à l'heure. Il a confirmé auprès du notaire qu'un rendez-vous sera fixé lundi pour la signature de la reconnaissance de dette. Nous comptons sur lui. Nous savons que maintenant... c'est entre ses mains, c'est lui qui détient la vérité, mais il sait aussi lui-même. Il est très difficile de savoir ce qui s'est passé. Mais j'ai l'impression que c'est quand même le personnage central dans cette affaire et je ne serais pas étonné, je ne peux rien affirmer, que le gérant soit plus bête que méchant, comme l'on dit dans le jargon, c'est-à-dire qu'il a un peu subi tout ça sans trop s'en apercevoir, mais que celui qui tirait les ficelles, c'était peut-être lui. C'est pour ça d'ailleurs qu'il veut réparer immédiatement tout ça avant que ça aille plus loin, parce qu'il risque gros, il le sait. Bon, eh bien nous n'avons plus qu'à attendre ce rendez-vous chez le notaire. Une fois qu'il vient, c'est que c'est vraiment en bonne voie. Nos téléspectateurs vont en savoir plus très rapidement. Et puis on va y arriver, on va essayer d'obtenir le maximum. D'accord ? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au nom de mon père, bien sûr, c'est pour lui qu'on se bat. On est tous conscients de ça. Merci à Sophie Brichonnier, merci à tous les deux. Et la suite de ce dossier. Merci. Le lundi qui suivait notre enregistrement, un rendez-vous a été pris chez le notaire pour établir la reconnaissance de dette. Malheureusement, le directeur de l'agence ne s'est pas déplacé et reste désormais injoignable. Bien entendu, nous n'allons pas en rester là.